Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver ce soir pour le nouvel épisode de Good Luck Have Fun en compagnie de Vincent Manilev, plus connu sous le pseudonyme de Vincent d'Internet, qui va venir discuter avec nous à la fois de son parcours, évidemment, en tant que journaliste, mais également de sa spécialité sur les backstage, le monde de la création de contenu. Hello Vincent, comment vas-tu? Salut, ça va bien et toi? Eh ben écoute, ça va. Je m'excuse d'ailleurs d'avance pour ma voix un peu nasillarde, aussi bien pour toi que pour les personnes qui nous regardent, parce que voilà, malheureusement, j'ai été rattrapé par une belle sinusite en ce début du mois de non, cette fin, pardon, du mois de novembre, pas encore décembre, Hmm. mais ça va très, très bien. Non, Hem, non, mais t'excuses pas, de toute façon, je pense qu'on passe tous un peu par là en ce moment. Donc, en effet, en effet. Alors, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, rapidement te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas déjà? je m'appelle Vincent Manilev. Sur Internet, j'officie un peu sous le pseudo de Vincent d'Internet. Voilà, chacun a son histoire avec son pseudo, on va dire. Et ses justifications, des fois, pas forcément concrètes. Et je suis journaliste, et je suis journaliste spécialisé en culture web. Et je m'intéresse principalement à ce qu'on appelle la creators economy, l'économie des créateurs de contenu. Donc à la fois tout ce qu'on appelle youtubeurs, streamers, influenceurs, vidéastes, les gens qui font du contenu en ligne voilà comment on les consomme au quotidien, quoi. Moi, c'est vraiment trop intéressant. Je suis impatient. Je vais essayer de tempérer mes questions parce que j'ai déjà envie de te poser un milliard de questions sur ce que tu viens de dire. Mais est-ce qu'on pourrait peut-être commencer par un petit retour en arrière et apprendre à connaître en tout cas ton parcours académique post-bac. Voilà, donc une fois que tu as obtenu Mmh, ton baccalauréat, qu'est-ce que tu as décidé de faire et comment est-ce que ça t'a mené aujourd'hui à ce mmh. métier si spécifique? En fait, au lycée, je savais déjà que je voulais faire du journalisme, pas forcément sur quel sujet encore, mais j'aimais bien l'idée de raconter un peu le monde, de le comprendre déjà, et d'arriver à le digérer pour le retransmettre de manière pédagogique, intéressante, et de partager en fait les choses aux gens. J'ai toujours aimé écrire, et en fait, après mon bac S, j'ai fait une licence de lettres modernes, parce qu'en fait, les écoles de journalisme, c'est en master, et en général, ce qu'on dit aux futurs journalistes, c'est soit de faire des lettres modernes, soit de faire de l'histoire géo. J'ai choisi lettres modernes pour l'écriture, parce que j'aimais beaucoup lire aussi. Et après ça, j'ai tenté des écoles de journalisme sans bien les préparer en vrai. J'en ai tenté 3 4, je les ai ratés, mais j'ai été pris dans le master de journalisme web qui ouvrait dans la fac que j'étais en train de faire. Donc vraiment, j'ai fait partie de la première promo. On a littéralement essuyé les plâtres à l'époque. D'ailleurs, hier après, mais j'ai donné un cours dans ce même master, et ça m'a fait bizarre de voir que c'était déjà la 12e promo. Et de voir à quel point le temps passe vite. Et C'est à sûr. partir de là, en fait, où on avait une spécialisation un peu internet, etc., moi, je commençais à bien explorer Twitter, à évidemment déjà consommer beaucoup de vidéos en ligne sur YouTube notamment. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que après ma formation, je me suis réinscrit à la fac. Alors, enfin, je l'assume maintenant, mais je me suis réinscrit en étudiant fantôme, un petit peu tout simplement Mhm. pour avoir une convention de stage. Parce qu'en fait, sans stage, on trouve très difficilement un poste en rédaction, et la vie de freelance Complètement. est extrêmement difficile. Donc en fait, j'ai eu une convention de stage. J'ai fait un stage sur le site slate.fr, et il s'avère que par la suite, ils m'ont gardé en CDD, puis CDI. Je suis resté 2 ans et demi là-bas jusqu'à ce qu'ils nous... Tu me dis stop hein, si des fois, mais j'essaie de faire le Non, mais plus t'inquiète pas, rapide. c'est Mais parfait, continue, je t'en prie. la vie de journaliste, elle est ponctuée de pas mal de Mhm. rebondissements, souvent malheureusement, parce que c'est un métier très précaire. Mais en gros, je suis resté 2 ans et demi là-bas, 2 ans et demi pendant lesquels j'ai pu explorer plein de sujets et développer beaucoup les sujets de culture web, parce qu'au bout d'un moment, j'avais envie de proposer des sujets, parce que à la fois, je voyais le traitement médiatique assez inexistant ou méprisant sur les youtubeurs, beaucoup à l'époque, et aussi parce que je voyais émerger en fait des contenus qui faisaient des millions de vues, et j'avais envie de dire, mais qui sont les gens qui regardent, pourquoi c'est aussi intéressant, comment c'est produit, etc. Je me posais beaucoup de questions. Et mon premier gros papier sur le sujet, c'était pendant la Vidéo City Paris, pour ceux qui se souviennent peut-être dans le chat de ce moment assez légendaire de l'internet français. Et c'était sur les youtubeurs muscu. À l'époque, j'avais pu interviewer Thibaut InShape qui était là-bas, qui était au salon. Et par la suite, j'ai continué à travailler ces sujets-là parce que ça marchait plutôt bien en termes d'audience sur le site, donc on me faisait confiance. Ok. On nous a mis à la porte, malheureusement, parce qu'ils préféraient garder des gens pour faire l'édition, des papiers, des pigistes, plutôt que des journalistes en interne. J'ai profité un peu de
ce temps chez Pôle emploi pour co-créer un podcast qui s'appelait NoTube chez Binge Oui. Audio, où je parlais de YouTube. J'ai aussi fait un livre qui s'appelle YouTube derrière les écrans, qui est sorti en juin 2018. Et après, j'ai fait un petit passage à l'Express, au desk, c'est-à-dire que je faisais les 3-8, c'est-à-dire soit je bossais très tôt le matin, soit en journée, soit en fin de journée, tard le soir, pour faire des news. Donc pas du tout sur mes spécialités, donc c'était un peu frustrant, j'étais un peu triste, malheureusement, hein. Et j'ai quitté après le journalisme pendant 3 ans, oui, Mhm. 3 ans. Ouais, à peu près, du coup. Et j'ai rejoint en fait Ubisoft comme rédacteur de contenu. J'ai fait plein de contenu sur le jeu vidéo au sens large et c'était super intéressant. Mais là, encore une fois, au bout de 3 ans, il y a eu des changements managériaux, il y a eu des changements de choix éditoriaux qui ne me Mhm. convenaient pas. Donc là, je suis reparti, je suis redevenu freelance slash chômeur. Et depuis janvier dernier, j'ai repris à plein temps mon activité de journaliste. J'écris pour différents médias, je stream sur Twitch aussi, et j'essaye de vivre un peu décemment de ce métier-là, même si c'est pas facile. Voilà. Non, mais c'est vraiment extrêmement intéressant. Je vais un petit peu rétro-pédaler justement ce moment où tu as décidé de t'intéresser à la création de contenu. Du coup, comment est-ce que c'est venu? Est-ce que toi, tu avais une attirance particulière justement pour cette nouvelle facette en fait du web, pour ces personnes, pour ces contenus, ou au contraire, c'était plutôt une question au départ, un choix éditorial de Slate et qui toi après t'a poussé à continuer dans cette direction-là? Non, alors moi, comme plein de gens de mon âge, moi je suis né en 91 et quand on est en 2010, en 2009-2010, par là, j'ai 18-19 ans. Hmm. Et en fait, j'ai eu mon premier ordinateur perso après le bac. Donc, c'est-à-dire que j'ai vraiment fait ma découverte réelle d'Internet après le bac. Je me suis créé un compte Facebook en secret sans le dire à mes parents, ce genre de choses. J'ai pas eu l'éducation Internet que beaucoup d'autres, peut-être de mon âge, ont eu avec les Tumblr, etc., etc. Mais quand j'ai eu mon ordi, quand j'ai eu mon espace Internet à moi, j'ai rattrapé beaucoup de choses. Avant, c'était assez limité pour nous pour aller sur Internet. On allait sur le THJV, qui était le guide de solutions de jeux vidéo en ligne avec mon frère, ce genre de choses. Mon père nous avait interdit de jouer à WoW, je me rappelle très bien. On avait acheté WoW à l'époque et dans la voiture, il se rend compte qu'on a besoin d'une connexion Internet pour y jouer. Il nous a dit non, non, vous allez le rendre. Donc ma vie aurait pu être très différente si ce jour-là, mon T'aurais père, pu être je pense, streamer nous WoW. avait dit, ouais, je pense que j'aurais une vie différente. Parce que WoW a changé la vie de beaucoup, beaucoup de gens. Et en fait, c'est à partir du moment où j'ai eu mon ordi à moi, mon espace à moi, et je pouvais me connecter à peu près quand je voulais, j'ai consommé énormément, énormément de vidéos YouTube. En fait, c'était les choses qu'on se partageait sur Facebook. Et puis, je voyais des gars qui me ressemblaient, entre guillemets, qui étaient dans leur chambre, qui racontaient un peu les problèmes d'ados, adultes, etc. Mhm. Donc, comme beaucoup de gens, je me suis un peu identifié. Et en fait, ça m'a vite intéressé parce que c'était un nouveau média. Je voyais ça comme la nouvelle télé, comme plein de gens. C'est-à-dire que progressivement, je regardais moins la télé, mais je regardais beaucoup plus les vidéos de Cyprien ou de, bon, faut le dire, hein, Norman à l'époque, quoi. Oui. Et en fait, à partir de là, moi, quand j'ai commencé à rejoindre les rédactions, j'ai vu qu'il y avait un manque parce qu'en fait, il y avait des fois, on s'intéressait à des émissions télé qui faisaient peut-être 1 million de spectateurs maximum, Hmm. voire moins, et on en faisait tout un tas de débats dans la presse dédiée aux médias, alors qu'en fait, il y avait des youtubeurs qui faisaient des millions de vues et personne n'en parlait vraiment. Donc moi, j'avais envie de comprendre comment ça fonctionnait. Je voyais que c'était un business qui était en train de se mettre en place, qu'il y avait des enjeux d'argent aussi. Et donc non, ouais, non, pour le coup, c'est moi qui ai proposé ces Ok. sujets-là, qui les ai développés chez Slate. Et Slate, c'est un site qui est quand même assez libre sur les angles, en tout cas beaucoup à l'époque où j'y étais. Et, euh, et ils m'ont fait confiance parce qu'ils ont vu aussi que il y avait un intérêt des lecteurs aussi pour comprendre ce milieu qui était en train d'émerger. Ouais, et ce manque, selon toi, dans les médias mainstream, il était dû à quoi? Est-ce qu'il était dû... Alors, j'imagine qu'il y a plusieurs facteurs, mais voilà, est-ce que toi, tu pourrais revenir un petit peu sur ces différents facteurs Mmh. qui font qu'on s'est très peu intéressé aux Ouais. créateurs de contenu, créateurs, créatrices de contenu à ce moment-là? Le gros sujet, c'est générationnel et ça l'est aujourd'hui encore. C'est-à-dire que les personnes qui décident dans les rédactions sont des personnes qui ont plus de 35, 40 ans, etc. Ils n'ont pas grandi avec YouTube, ils l'ont Mhm. découvert plus tard. C'est devenu un usage quotidien comme pour plein de Français, mais beaucoup plus tard. Et en fait, ils consomment pas vraiment
ils consomment pas vraiment Internet. Enfin, ils consomment pas vraiment les créateurs de contenu, Ouais. pardon. Et donc, ils se rendent pas forcément compte de ça. C'est un vrai angle mort pour eux, hein. On leur donne des pseudos et on leur dit, mais lui, il a tant de millions de vues. Mais ils se disent, mais attendez, quoi, etc. Ça fait pas partie du tout de leurs usages. Ils vont écouter la radio, ils vont regarder la télé, ils vont lire des magazines, etc. Mais YouTube, les créateurs de contenu, etc., c'était un vrai angle mort pour eux. Et puis il y avait un peu de mépris aussi, parce que ça ne les faisait pas forcément rire. Parce que générationnellement, c'était pas leur humour, c'était pas leur cause, c'était pas leur référence. Et puis surtout aussi, il y avait ce truc de bah, si eux, ça ne les intéresse pas, est-ce que ça va intéresser les lecteurs qui, sur beaucoup de médias traditionnels, étaient des lecteurs un peu plus âgés Ouais, oui, bien aussi. sûr, c'est logique. Alors, voilà, alors que moi, en soi, je considérais que bah, justement, si on traite des sujets qui touchent les jeunes, bah, les jeunes vont venir s'intéresser à ces médias-là. Et c'est ce que essayent de faire beaucoup de médias en allant sur TikTok, en allant sur YouTube, etc. etc., etc. Et- Donc en fait, c'est plein de choses différentes, mais il y a un vrai gap générationnel, quoi, très clairement. Mais complètement, et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu disais plus tôt quand tu as présenté les créateurs, créatrices de contenu, notamment comme des personnes qui adressaient en fait des problématiques qui touchaient les plus jeunes, les adolescents, les jeunes adultes, etc. Est-ce que tu penses aussi qu'à ce moment-là, ils ont réussi à s'intéresser à cette frange de la population, les créateurs de contenu, parce que les médias mainstream, eux, ne s'y intéressaient pas en fait, et qu'il y avait un vrai besoin d'aller proposer des contenus en direction des plus jeunes, qui étaient complètement absents dans les médias plus traditionnels, plus classiques? Oui, alors attends, est-ce que tu peux reprendre le début de la question juste parce que je pense que j'ai Ouais, eu ouais. un pet de son et tout. Non, non, pas de souci. Ce que j'expliquais en gros, c'est que, bah, du coup, comme tu l'expliquais un peu plus tôt, les créateurs, créatrices de contenu adressent, des sujets qui en fait reprennent des éléments de la vie des plus jeunes, notamment des Ouais, adolescents, des jeunes ouais. adultes et cetera. Ce qui n'était pas du tout le cas ou ce qui n'est pas le cas comme tu l'expliquais juste avant, dans le cadre de médias mainstream. Est-ce que tu penses que c'est aussi ce qui a permis le développement, de la création de contenu notamment? Oui, oui, totalement, parce que en fait, comment dire, là, ce qui était intéressant avec les créateurs de contenu, c'est que c'était produit par les premiers concernés, quoi. C'était produit par bah, des gens comme nous, et on le verra par la suite quand ils vont se développer, etc. Mais il y a eu une tension qui s'est créée entre à quel point les créateurs de contenu restaient ces figures un peu de grands frères, de grandes sœurs, de copains, etc., alors qu'ils étaient en train d'exploser en termes de moyens de production, en termes d'argent, en termes de plein, plein, plein de choses. Mais oui, oui, ils sont arrivés sur un créneau qui a marché. C'est marrant quand même de repenser à d'autres époques où les figures de référence pour des jeunes, c'était Fred et Jamy, qui étaient des gens qui étaient pas très jeunes, je les vexe pas en disant ça, mais qui avaient pas ce truc-là du tout. Ou même le club Dorothée, ou ce genre de choses. C'est Il y vrai. avait les figures qui étaient incarnées. Quand tu as les minicums et que les marionnettes des minicums, c'est Depardieu, c'est Antoine Decaune, c'est Nagui, etc., bah, il y a un décalage un petit peu avec la jeunesse aussi. Là, c'est directement des personnalités qui bah, jouent aux jeux vidéo, qui en plus parlent d'une culture qui est elle-même sous-traitée, voire maltraitée dans les médias mainstream, etc. Donc, en fait, il y avait un peu tout qui était réuni. Et puis, ils nous regardaient dans les yeux, ils regardaient la caméra, ils nous regardaient en face, ils s'adressaient directement à nous. En plus, avec des caméras souvent en contre-plongée. Et la contre-plongée permet de ne pas être pris de haut, de ne pas être vu bah, de manière un peu verticale, on va dire, en tout cas dans le mauvais sens. Et donc, il y a plein de petits trucs comme ça qui ont fait, je pense que bah les jeunes, ils ont trouvé un super espace et puis ils se sont dit, moi aussi je peux le faire, moi aussi je peux tenter ma chance, etc. Les Inoxtag, les Michou, c'est parce qu'ils ont vu d'autres créateurs que eux ils ont commencé à se lancer sur Minecraft, Fortnite, etc. Donc en fait, il y avait tout qui était réuni pour combler ouais, un manque médiatique, j'ai l'impression. Bah, c'est super intéressant que tu abordes ça parce qu'il y a eu un moment, bah, justement dans les années 2009-2010. Alors je suis un peu plus jeune que toi, donc moi j'écoutais par exemple aussi des émissions sur ma chaîne IFI à l'époque. Pour ceux qui Hmm, connaissent dans le chat, en fait, les émissions, bon bah malheureusement on a mentionné Norman plus tôt, il faut aussi mentionner Koé par exemple sur Énergie, que des personnes très ouais. problématique finalement. Bref, Hmm, passons. Mais du coup, en fait, il y avait ces contenus qui étaient créés par et pour les jeunes et qui sont apparus également après par la suite sur ouais. bah, les nouveaux médias en fait, hein, notamment YouTube. À l'époque, principalement d'ailleurs YouTube, moins Twitch. Et aujourd'hui, on voit que c'est
c'est toujours le cas, en fait. C'est toujours des médias qui sont extrêmement importants pour les plus jeunes, et pour les personnes Alors, qui je s'intéressent. t'entends plus. Excuse-moi, j'ai pas entendu les 10 dernières secondes de ce que tu as dit. Est-ce que tu peux Est-ce que ça reparler arrive à juste tout le pour être monde, sûr? dans le chat sur Twitch, ou est-ce que ça n'arrive Là, que sur là, Discord? je t'entends pas. Tu Alors m'entends là, je pas? t'entends pas. Mhm. Est-ce que dans le chat, on peut Je me dire pense que si jamais c'est Discord, il un y a pro? peut-être un petit souci. C'est Je sais pas possible. si c'est de. C'est possible, c'est possible. Ah, vous vous entendez bien. Tout le monde entend bien. C'est pas Alors, grave, on va prendre alors 30 moi, je petites pense que c'est secondes. dans ma réception de toi. Ok. Je t'entends mal, désolé. Non, tu m'entends quand même ou pas, là? Non, Ah toujours non, pas. là, il y a des bugs, il y a des. Est-ce que tu veux que je tente de me déconnecter, de me reconnecter? Vas-y, prends quelques secondes pour le. Ouais, Ouais, j'essaie de faire ça, je reviens tout de suite. on va prendre le temps. Alors, malheureusement, c'est pas prévu dans mon Ah, émission que quelqu'un se déconnecte de Discord. Touc. ah ouais, non, Toujours pas. j'ai toujours Tac. du mal à t'entendre. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ça revient un peu, ça revient un peu. Ok. Est-ce que c'est mieux comme ça? Là c'est bon, là C'est c'est bon. bon? Bon, bah, Ok. on va faire comme ça jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus à Ouais, nouveau, ouais, et puis ouais. on se débrouillera quand ça arrivera, Hmm. sans souci. Mais, mais oui, du coup, en fait, ce que j'expliquais, c'est que c'était un besoin qui a été répondu de différentes façons, hein. Des médias Hmm. classiques qui se sont adaptés, comme bah, les émissions de énergie à l'époque, mais également en fait l'apparition de nouvelles personnes qui créent leur propre contenu par et pour les plus jeunes. Alors, avant de vraiment rentrer dans justement l'étude de la création de contenu et ce que tu fais aujourd'hui, Hmm. tu es également du coup créateur de contenu sur Twitch, puisque du coup tu as un Patreon et tu fais des émissions assez fréquemment. Comment est-ce que tu as réussi à mêler ton métier de journaliste avec la création de contenu? Est-ce que c'est pas un défi au quotidien pour toi? Bah, en fait, c'est marrant parce que les journalistes, c'est des créateurs de contenu au final. Dans le sens où bah, les journalistes, ils créent des choses, ils créent des vidéos, ils créent des articles, ils créent des podcasts, comme le font les créateurs de contenu. La seule différence, c'est qu'ils répondent pas aux mêmes règles déontologiques, tout simplement. C'est-à-dire qu'un journaliste, normalement, s'il respecte bah, les règles de déontologie, il va pas faire de partenariat commercial avec des marques, par exemple. Il va Mm. s'assurer de la fiabilité des informations qu'il relaie, etc., etc. Donc, en Complètement. fait, pour moi, j'ai pas vu le fait d'arriver sur Twitch et de faire une émission sur Twitch ou de lancer un Patreon, j'ai pas vu ça comme un truc de je veux faire de la création de contenu en ligne. J'ai vu ça comme une plateforme, un outil pour proposer du contenu journalistique parce que c'est difficile pour moi de trouver ma place à la fois dans les rédactions. Il n'y a pas de place pour des profils comme le mien, très clairement. Alors qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus reconnu, établi, avec des journalistes comme Taylor Lorenz, qui vient notamment de sortir un bouquin et qui est extrêmement suivi là-bas. Et, et puis, ça me permettait, ouais, voilà, c'est ça, d'avoir un espace pour partager des sujets, traiter de sujets que je trouvais intéressants et où je me suis dit, bah, ça, je suis sûr qu'il n'y a aucune rédac qui va me le prendre, ou alors il va falloir que je bataille par mail pour défendre mon angle et leur dire que ça vaut le coup. Et en plus, je vais être souvent mal payé, hein, faut le dire. Des articles qui peuvent me demander des semaines de travail et je vais être payé 220 euros net. Donc ça, pour moi, c'est Ouais, pas c'est très très possible. très peu. Je dis pas que le fait d'être sur Twitch ou sur Patreon, c'est un modèle économique viable. Au contraire, hein, pas du tout. C'est même encore pire. Mais il y avait ce truc où je me disais, et parce que je bénéficie encore du chômage actuellement, je peux me permettre de tenter ça et d'essayer de créer un espace où à la fois j'ai ma ligne éditoriale, je choisis les sujets que je traite, la manière dont je les traite, et en plus je peux parler directement à des gens que ça touche, ça Ouais. intéresse, ça Mm, concerne. mm. Et ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Donc en fait, moi, j'ai mon approche de la création de contenu, c'est juste, je suis un journaliste, j'ai envie de trouver un canal intéressant à différents niveaux pour en parler. Il s'avère que Twitch ou Patreon depuis peu, c'est parfait pour moi. Ouais, et d'autant plus, bah, comme tu le disais, il y a 2 choses qui sont assez alors déjà par rapport au modèle économique non viable de Twitch, c'est à peu près 50 des revenus perçus qui sont perdus sur Twitch, sans compter Ouais. les impôts, du coup, c'est à peu près ça, hein. C'est-à-dire que 20 abonnés, ça compte comme 10, et ça, c'est sans prendre les différences sur Prime et cetera. Donc en effet, tu as raison de le mentionner, c'est pas du tout un modèle économique viable, et c'est très Mmh. compliqué. Mais surtout, ça te permet d'avoir accès justement voilà, aux principaux concernés, aux principaux principales concernés, et ça donne du coup une toute nouvelle dynamique à ton Mmh. contenu. Moi, je suis surpris quand même de ce que tu
tu dis, ça veut dire qu'il y a quand même des rédactions aujourd'hui qui ne prennent pas conscience de l'importance de traiter des sujets du monde et des backstage de la création de contenu et de l'économie des créateurs sur Internet aujourd'hui. Bah, en fait, oui. Alors, effectivement, en fait, ils savent qu'il y a des sujets. En fait, c'est juste, je trouve qu'ils ont du mal à, à sortir un peu de leur vieux réflexe. Je vais donner un exemple. Il y a quelques temps, pour une grosse rédaction, je voulais faire le portrait de Maxime Biaggi. Parce que c'était en début d'année, à peu près, je pense, peut-être mars 2023. Je contacte la rédaction, je leur dis, bah, il y a Maxime Biaggi qui est en train de tout exploser sur Twitch avec son émission Zen. Je pense que ça serait intéressant de faire un portrait. Et là, on me répond, bah, donc mon contact, le Red Chef, découvre déjà l'émission, n'était pas connaisseur de Maxime Biaggi et tout, ce qui peut être évidemment normal, hein, pour plein de raisons. Et il me dit, ben peut-être pas là. Enfin, il y a eu des, c'était un peu questionné. Donc l'idée que quelqu'un cartonne sur Twitch n'était pas un argument suffisant pour créer l'angle. Ce qui s'est passé, c'est que quelques mois plus tard, Maxime Biaggi annonce qu'il fait son émission en live au Zénith. Et là, je recontacte la rédaction. Et parce que en fait, son émission prend prise dans le réel, là, ça devient un argument valable, en fait. Et ce qui est compréhensible pour un public d'un média mainstream, etc. Parce que voilà, oui, le Zénith, ça parle plus qu'une Bien sûr. plateforme comme Twitch. Mais je trouve ça dommage quand même parce que ça crée un temps de latence qui est énorme, en fait, à l'échelle d'Internet, quoi. C'est-à-dire que les médias sont toujours un petit peu en retard parce qu'il y a toujours de l'appréhension de se dire, ah, mais est-ce que c'est assez gros, est-ce que c'est assez important, est-ce que ça rentre dans nos sujets à nous aussi. Donc il y a un peu il y a ça, et puis j'ai plein d'exemples, puis mais des fois je fais des portraits de personnalités d'internet. Bah je sais par exemple qu'il y a que Combini qui va accepter les portraits, parce que Oui. Combini, ils ont une culture assez Mm. internet, ce genre de choses, etc. Et je propose même pas le portrait à d'autres rédactions avec qui je suis pourtant en contact. Donc c'est un peu frustrant parce que en fait je trouve qu'ils gagneraient tellement à mettre des moyens, et même mettre des moyens d'investigation concrète sur le milieu. Parce que là, voilà, il y a eu les affaires Norman, Dirty Biology, etc. Mais il y a des questions, des enjeux financiers, il y a des questions de travail, de salariat déguisé, de plein de choses. Parce que c'est un milieu qui se structure, qui continue à se structurer, et il y a tout un tas de problèmes qui sont à peine effleurés par les médias, et je trouve ça vraiment dommage, quoi. Mais c'est vraiment super intéressant que tu le mentionnes. Alors, il y a une question dans le chat qui te demande pour quel journal tu avais proposé. Je ne sais Alors, pas si tu peux y répondre. non, Ouais, je préfère pas le dire parce bien qu'en soi, sûr. je veux pas que ça soit perçu comme Comme une un critique. avis général Ouais, sur ce média-là, alors qu'en en fait, ils font un travail génial sur plein de sujets liés notamment à la technologie, etc. et tout. C'est juste que dans ce cas-là, c'est un exemple, c'était un peu un cas d'école pour moi ouais. sur ce qu'il faut pour justifier un article sur une personnalité d'Internet. Et puis ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, ce retour au concret, c'est très intéressant que tu le mentionnes parce que c'est un besoin également des créateurs et des créatrices de contenu. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain stade, celles et ceux qui se sont construits sur Internet ont besoin aussi de prouver, en fait, pour sûrement instaurer, en fait, dans le réel leur succès sur Internet, avec justement des émissions qui se retrouvent bah, dans des stades, avec du coup des vidéos qui vont se passer également dans un endroit spécifique avec un public, etc. Je sais pas si c'est quelque chose que tu as pu étudier, toi, et tu as pu voir. Est-ce qu'à partir d'un certain moment, à partir d'un certain succès, on a une volonté de revenir et de se rapprocher peut-être d'un format plus classique de médias pour justement bah, s'imposer comme étant une référence et pas simplement comme étant bah, un contenu pour les plus jeunes ou un contenu décalé qui n'est pas ancré dans le réel. Bah, ça dépend en fait, ça dépend vraiment des ambitions des gens. En fait, les premières générations d'influenceurs, de créateurs de contenu, ils ont grandi avec la télé, ils ont grandi avec les mangas, ils ont grandi avec le cinéma. Donc effectivement, des Cyprien, des Mister V, ils rêvent de cinéma. Mister V, il est en train de faire un film pour une plateforme. Cyprien, il a un projet. Enfin, ça fait partie de ça. Kevin Tran, il a fait un manga, il a fait plusieurs tomes d'un manga parce que c'est un vrai rêve pour lui. En fait, tout dépend de ce qui est un rêve à la base
et de comment Internet leur permet d'accéder à ce rêve-là sans passer forcément par les étapes un peu habituelles des milieux artistiques traditionnels. Après, aujourd'hui, c'est vraiment différent. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles générations de gens qui ont grandi en regardant d'autres créateurs de contenu et ce modèle-là devient une fin en soi pour certains. Il y a, par exemple, c'est pas le plus jeune parmi les créateurs de contenu, mais Ponce, lui, il n'a pas forcément pour ambition de faire plein d'émissions ultra produites, en plateau, etc., des événements IRL ou ce genre de choses. Lui, il aime bien streamer depuis sa chambre, du jeu vidéo, ce genre de choses. Il va en faire aussi. Il a fait de la scène pour son label de musique, mais c'est pas forcément son ambition à long terme de s'extraire, entre guillemets, d'Internet, parce que c'est une position qu'il aime bien. Et voilà, donc ça dépend vraiment des gens, je dirais. Mais c'est vrai que d'un point de vue médiatique, en tout cas, parce que quand il y a Maxime Biaggi qui fait le Zénith, Libération va lui consacrer sa DER, le portrait de DER de Libération. Et il va poser fièrement sur Instagram avec, parce que ça permet aussi à leurs proches, des fois, de montrer, Oui. regardez, maman, papa, papy, mamie, je suis dans Libération, je passe sur France Inter, etc. Il y en a même qui blaguent là-dessus, hein. Ils disent, je fais un peu ces médias mainstream-là, à la fois pour ma famille, et puis aussi pour accéder à une step supplémentaire de notoriété. C'est-à-dire que c'est plus des stars d'Internet, c'est des personnalités publiques. Lina Situation, c'est le meilleur exemple. Oui. C'est plus une star d'Internet, c'est une personnalité publique maintenant, qui va être dans des médias mainstream, qui fait la une de JQ, ce genre de choses. Donc en fait, c'est à la fois un truc d'ambition personnelle et un peu d'explosion du plafond de verre médiatique, j'ai l'impression. Non, mais complètement, c'est super intéressant. On a deux questions trop intéressantes dans le chat, donc je me permets de Ouais, les poser. j'en vois, ouais. La première, c'est celle de Soul. Est-ce que le journalisme sur les créatrices de contenu pourrait être une porte pour ramener les plus jeunes à la lecture justement de ces médias en général? Oui, et totalement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que des médias qui consacreraient des vrais moyens à des enquêtes, à de l'explication de ce milieu-là, c'est à la fois nécessaire pour ramener les jeunes vers les médias traditionnels, vers des moyens d'information vérifiés, parce que il y a beaucoup de jeunes qui se perdent sur Internet, et c'est de l'éducation aux médias. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez un youtubeur, j'imagine un youtubeur qui fait des vidéos et qui va relayer des théories un peu complotistes. On peut prendre un exemple, Squeezie, il y a longtemps, il y a quelques années, il avait fait une vidéo sur les pyramides où il laissait sous-entendre un peu les aliens, etc. Enfin, ce genre de choses. Il avait été rattrapé par le col par une autre youtubeuse qui s'appelle Charlie Danger. Oui, Et on en se souvient. fait, je me dis, mais des médias qui peuvent faire de l'éducation aux médias, qui peuvent aider les jeunes à se former un avis critique et avoir les bons outils pour ensuite explorer Internet et l'explorer de la meilleure façon possible, parce que je dis pas il faut tout rejeter sur Internet, au contraire, il faut juste avoir les bons outils pour les explorer. Et en fait, ça, c'est juste indispensable. On est vraiment sur la base de aider les gens à se forger un avis, un esprit critique et ensuite libre à eux de consommer ça. Donc je pense qu'effectivement ça serait vraiment, vraiment nécessaire. Ouais. Ouais, ce serait vraiment bénéfique. Et la seconde Ouais. question, c'est celle de Kaito, c'est les médias du coup qui adoptent un format un peu hybride, comme Brut notamment, Mm. avec du coup un créateur attitré comme Charles Villa, pardon, qui est journaliste, je crois, chez Brut. Ouais. Donc en tant que consommateur, Kaito apprécie beaucoup. Qu'est-ce que tu penses de ce modèle? Est-ce que tu penses que c'est une bonne solution, ou est-ce qu'au contraire c'est en cours de construction? Qu'est-ce que tu en Euh, penses? c'est intéressant que vous parliez de Charles Villa parce que je travaille avec lui en ce moment sur un projet. Enfin, je l'aide un petit peu sur un projet qu'il est en train de mener avec son équipe. Et on en parle parce qu'en fait, Charles Villa, effectivement, il est à la fois reporter, journaliste chez Brut, il est employé par Brut et il fait aussi du contenu sur YouTube. Hmm. Et c'est un modèle qui est en train de vraiment bien émerger aux États-Unis. Je vous conseille de suivre des gens comme Johnny Harris ou Cléo Abrams, sans H pour Cléo Abrams. Et eux, en fait, c'est d'anciens journalistes de Vox.com, qui est un site assez réputé que j'aime beaucoup, qui ont pris leur indépendance et qui ont décidé de faire des vidéos sur YouTube. Et ils explosent tout, ils emploient des gens, ils ont, bon, c'est les États-Unis, etc. Donc c'est encore d'autres masses d'audience, mais ils sont en train de créer quelque chose de très intéressant avec effectivement des questions
sur comment financer ça, parce que ils vont faire du placement de produits, pas pour forcément Coca-Cola ou ce genre de choses, etc. Et ils ont quand même leurs règles éthiques, on va dire, qui rentrent en jeu là-dedans, même s'il y a des débats, hein, c'est les mêmes débats qu'on peut avoir avec Hugo Décrypte en France, qui est un peu une incarnation d'un nouveau média sur Internet, avec un nouveau financement, avec des journalistes dans sa rédaction. Il a une douzaine de journalistes et qui ont leur carte de presse, etc. Donc, faut pas minorer ça. Et en fait, oui, je pense qu'il y a un nouveau truc qui est en train de se mettre en place. Et je pense que plus on va aller vers ça, plus les gens vont reprendre parce qu'ils sont attachés à leur créateur de contenu, ils vont avoir envie de le soutenir. Ils vont redonner de la valeur à l'information qu'on donne beaucoup trop gratuitement aujourd'hui sur Internet. On a trop habitué les gens à s'informer gratuitement. C'est vrai. Et donc, il faut que les gens recomprennent que c'est l'information, le journalisme, c'est quelque chose qui a de la valeur financière, qu'il faut financer. Et je pense qu'avec des gens, notamment comme Charles Villa, on va revenir un peu plus vers ça. Et moi, à ma toute petite échelle, je le vois avec mon Patreon. Le fait d'avoir 200 abonnés en ce moment, même si voilà, je me suis lancé il y a un peu moins de 3 mois, genre de choses, mine de rien, c'est la preuve qu'en fait, on peut, en tant que journaliste, directement s'appuyer sur le soutien financier des gens qui nous lisent, qui nous soutiennent, etc. Et je trouve ça super intéressant en fait. Parce que moi, dans mes contenus, il n'y a pas de publicité. Et plus j'aurai du soutien des gens, plus je pourrai me consacrer à ça, plus je pourrai donner de la valeur et ce genre de choses. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ça avance doucement, mais il y a un truc qui se passe effectivement. Ouais, d'ailleurs, je partage en ce moment dans le chat ton Patreon si jamais les gens Ouais, veulent s'y intéresser. Le c'est contenu est... gentil, Non, merci. non, le contenu est super cool. Donc, vraiment, pour avoir été là lors de ton live lundi dernier, ça vaut vraiment le coup de passer faire un tour. Mais justement, en fait, j'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire parce que du coup, on va rentrer dans des questions qui sont un peu plus compliquées. C'est justement cette gratuité d'information. Elle cache Mm, des paiements qui, eux, peuvent être problématiques, des sponsors, des pubs, mm, en fait, dissimulés parfois. Alors aujourd'hui, il y a des lois hein, qui sont mises en place pour éviter tout ça. Mais est-ce mm. qu'aujourd'hui, il n'y a pas aussi un vrai danger, ou du moins un vrai point d'interrogation sur les contenus que l'on donne aux jeunes gratuitement et qui en fait sont parfois empreints d'idéologie problématique ou de Mm. volonté de pousser à la surconsommation, par exemple. Donc, comment est-ce qu'on fait pour démêler dans ces contenus gratuits, en fait, ce qui est vrai, véritable et ce que les gens pensent et ce qui est payé, donc ce qui est voulu par une marque ou par une communauté, une idée, enfin une communauté avec une idée très forte, etc., par exemple. Mm. C'était un peu tout l'objectif de la loi, c'est-à-dire que pendant des années, les créateurs de contenu, il y en a beaucoup qui n'osaient pas assumer le fait qu'ils étaient payés pour parler d'un produit, parce qu'en fait, ça brisait un petit peu le contrat de confiance qui était établi avec leur audience, c'est-à-dire que leur audience, si d'un coup, ils réalisaient que 80% des produits dont leur créateur de contenu préféré parlait, c'était en fait payé par une marque, et ça casse un peu leur discours, ça casse un peu la confiance qu'ils avaient donnée à cette personnalité-là. Donc en fait, pendant des années, il y a eu un peu ce flou, puis beaucoup disaient oui, mais la loi, elle n'est pas claire. La loi était claire en soi, c'est juste qu'il fallait euh, donner les bons termes et l'expliciter pour qu'ils arrêtent un petit peu de jouer sur ce flou juridique, qui n'est pas vraiment un flou. Et donc en fait, la loi qui a été votée effectivement en juin dernier, ça impose des termes très précis, donc collaboration commerciale, publicité, au début des segments sponsorisés par les marques. Le mot sponsorisé est un peu ambigu, donc il est pas autorisé par la loi. Et aujourd'hui, justement, on se rend compte effectivement qu'il y a des influenceurs, mais maintenant, il y a beaucoup, 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 beaucoup de leurs contenus qui sont payés par des marques. Et on a vu aussi des conséquences financières, notamment pour des influenceurs de télé-réalité, parce qu'ils promulguaient des arnaques, des fois, des produits de mauvaise qualité. Il y a eu aussi les marques qui voulaient plus travailler avec eux, ce genre de choses. Enfin, il s'est passé quand même pas mal de choses pour la transparence. Après, derrière, il y a des questions beaucoup plus profondes qui restent vraiment à résoudre sur le surconsumérisme. Effectivement, là, on sort du Black Friday, etc., des promos à tout va. Il y a des influenceurs qui ont fait tout un tas de promos dans leur contenu, dans leurs vidéos, dans les stories Instagram, qui poussent à la consommation. Et dans le contexte actuel de changement climatique, d'urgence, du fait que la planète, c'est globalement trop tard et ce genre de choses, il y a peu d'influenceurs. Il y en a qui ont fait le pas, hein. Il y a une créatrice de contenu qui s'appelle Sandrea Mhm. qui a fait
qui a fait un pas vers un style de vie plus écologique. Il y a une interview sur Reporter que je vous encourage à lire. Mais globalement, les stars d'Internet, c'est pas du tout le cas. Le fait qu'un Squeezie fasse un Grand Prix Explorer, avec des grosses voitures et qui mette surtout en avant une industrie qui est quand même très polluante, c'est un vrai sujet. Il y a 2 jours, il y a McFly et Carlito, ils ont invité une chercheuse du GIEC, donc j'ai oublié le nom, je crois que c'est Zapo, son nom de famille SZAPO, et Jean Covici pour parler d'écologie. Et Oui. ben on voit bien dans la discussion qu'ils ont l'air de découvrir un petit peu ce truc de ah mais qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire, est-ce qu'on doit agir, est-ce que ce genre de choses, alors qu'en fait le sujet n'est pas nouveau. Donc il y a un peu quelque chose d'un peu troublant où j'ai l'impression que certains se mettent des œillères aussi, hein, très clairement. Je pense notamment à Lena Situation qui promeut un style de vie beaucoup sur la surconsommation, sur les voyages en avion, sur plein de choses comme ça. Et ben elle, effectivement, elle va pas vraiment parler d'écologie parce qu'elle sait que, d'un point de vue très factuel, elle est un peu en tort sur ces Mm. enjeux-là. Ou en tout cas, elle est pas à la hauteur des enjeux. Mais il y en a plein qui vont dire oui, mais est-ce que c'est à moi de faire ça? C'est pas à moi, c'est un effort collectif, c'est le gouvernement. Oui, mais les influenceurs aujourd'hui, ils ont une responsabilité, ils ont un pouvoir d'influence et c'est les personnes qui peuvent vraiment mobiliser les gens, les encourager à se renseigner, s'informer, s'engager, voter en fonction aussi des programmes qui vont valoriser une consommation moins destructrice. Voilà, j'ai un peu divagué, mais ce que je veux dire, c'est que derrière ça, il y a un vrai enjeu profond, au-delà de juste faire en sorte que les influenceurs soient plus au clair sur ce qui est payé ou pas, quoi. Et alors, c'est très bien que tu le mentionnes parce que c'est un point sur lequel je voulais revenir. C'est que voilà, même si le partenariat est indiqué, aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'entreprises de jeux d'argent et de casinos qui justement soutiennent et sponsorisent des contenus qui sont adressés parce que faut le reconnaître aujourd'hui c'est les plus jeunes qui vont justement être touchés par ces vidéos d'influenceurs et je pense que la moyenne d'âge a peut-être un peu augmenté en quelques années mais elle reste toujours très basse et donc il y a aussi une vraie question éthique autour des contenus que l'on va promouvoir et à qui est-ce que ces contenus vont s'adresser? Je pense notamment à la plateforme Kik, qui du coup a fait beaucoup parler d'elle parce qu'elle avait une politique de rémunération des contenus qui était plus intéressante Mhm. pour les créateurs. Mais je pense aussi en fait à toutes les vidéos. Aujourd'hui, par exemple, on le voit avec la dernière vidéo de Squeezie. Alors, il promet pas de, il ne met pas en avant aucun site d'argent ou quoi que ce soit, mais en fait, l'intégration de la pub est tellement bien faite qu'elle paraît être elle-même une partie complète de la vidéo. Aujourd'hui, il y a Mhm. des sommes qui sont investies, qui sont assez colossales pour faire des vraies petites pubs au sein des programmes, un peu comme ce qu'on trouve et ce qu'on voit sur les médias Mhm. traditionnels à la télé. Et donc, ça crée une vraie question autour aujourd'hui de l'éthique et à qui sont adressés ces contenus. Et du coup, malheureusement, c'est souvent les plus jeunes, donc ceux qui sont en pleine formation de leur capacité de compréhension du Mhm. monde, de leur capacité de raisonnement et de remise en question aussi de ce qui les entoure, qui Mhm. vont être du coup assaillis par de nombreux contenus sur TikTok, sur YouTube, sur Twitch, sur Kick, Mhm. qui vont promouvoir des marques parfois un peu problématiques, voire tout simplement un mode de vie qui n'est pas soutenable aujourd'hui. Mhm. Non, non, mais effectivement, il y a une confusion. C'est vrai, on peut faire le parallèle avec la télé, et je vais répondre. Je vois une question de Flower, je pense, dans le chat. Je veux bien répondre à ça après. Mais en gros, la télé, il y a les encarts pub, il y a le panneau pub qui apparaît, la pub, puis la reprise des programmes. Avec la loi sur les influenceurs, mine de rien, on a un peu ce même Oui, truc-là qui apparaît c'est aujourd'hui. vrai. Donc maintenant, il y a marqué communication commerciale ou publicité, ce genre de choses. C'est un peu plus segmenté. Et je trouve, après, il y a peut-être un truc légèrement positif dans le sens où euh, avant, il y avait de l'intégration de produits et ça, comment dire, ça irriguait sur tout le contenu. C'est-à-dire, Squeezie fait un cache-cache géant, ils se servent de certains téléphones, et ben en fait, ces téléphones-là, c'est une sponsor pour telle marque, et Ouais. donc le produit est intégré tout du long de la vidéo. Là, des fois, j'ai l'impression que le partenaire, maintenant, il est remercié en début de vidéo. Il y a un petit speech, etc., avec l'indicateur sur le temps de la publicité, et derrière, ils reprennent un peu le contenu. C'est pas le cas hein, tout le temps, Mm. etc. Et il y a plein de manquements. Les influenceurs sont pas tous réglo aujourd'hui depuis la loi, hein. Et voilà, il y a plein de nuances à amener. Mais il y a ce truc-là. En revanche, là où il y a effectivement, je pense, une discussion à avoir, c'est qu'en fait, le public a intégré l'idée que c'est grâce à la pub que ce genre de contenu peut exister. Parce que les créateurs de contenu disent, bah oui, mais j'ai besoin de Mm. sponsors
pour financer ces vidéos-là. Et donc, en fait, c'est génial d'avoir de la pub, c'est génial d'avoir des gens qui nous payent pour faire la promotion et pour que je vous vende tel produit. Et là, je pense qu'il y a un débat à avoir, c'est-à-dire que on a intégré l'idée que la publicité fait partie du divertissement, fait partie du contenu et que ça fait partie des règles en fait. C'est-à-dire, oui, je vais me divertir, mais il faut que j'accepte de me manger de la pub. Et Mm. ça, c'est un sujet et je pense qu'on a un peu trop vite accepté ça, on a un peu trop vite toléré ça. Et je pense on mériterait d'avoir des discussions plus profondes sur ce que c'est la publicité et surtout comment eux, ils l'incarnent. Parce que là, un Michou qui nous dit cette coque d'iPhone elle est géniale, etc., ça a un vrai impact. Il y a des études qui ont été faites pour montrer que les prescripteurs les plus appréciés des jeunes, c'est les influenceurs. C'est à eux qui vont faire confiance. Donc, encore une fois, je pense que même si maintenant c'est peut-être un peu plus lisible, il y a toujours ces débats profonds, sous-jacents qui demeurent. Et je veux bien répondre à Flower qui dit pourquoi vous dites jamais rien aux footballeurs, acteurs, etc. Pourquoi les créateurs de contenu? Alors, bon, moi déjà, à titre personnel, il y a ma spécialisation, c'est pas Benzema, c'est Seb Lafrite, on va dire. Donc je vais me concentrer plutôt là-dessus. Et la grosse différence, c'est aussi que l'affect, la confiance qu'on place dans les créateurs de contenu, elle est tellement forte comparée à celle des footballeurs. Les footballeurs, en gros, eux, ils sont dans un autre univers, on va dire. Jean Dujardin, Benzema, etc. Ils sont dans un univers qui est bien au-delà de nous. Et donc, en gros, je trouve que ça place un... Comment dire? C'est moins pernicieux, c'est beaucoup plus explicite. Ils assument, ils posent avec leur montre, leur jet, etc. Ça n'enlève rien à l'idée Ouais. qu'effectivement, il faut réguler ça, que les déplacements des équipes de foot, des fois, ça peut se faire en train au lieu de se faire en avion, très, très clairement. Mais, je veux dire, les créateurs de contenu, c'est important parce que on a une confiance qui est doublée en eux et il y a un langage qui est des fois un peu plus insidieux, je trouve aussi. Et c'est pour ça que les garde-fous, il faut les placer encore plus fortement, tout simplement, parce qu'on a l'impression que c'est des potes qui nous parlent bien souvent, et notamment aux plus jeunes. Ouais, et bah, mais ce qui est très intéressant, c'est en fait, c'est le concept de fausse proximité aussi. C'est-à-dire qu'en fait, un influenceur sera ou une influenceuse sera d'autant plus proche qu'en fait, chacun a accès à son contenu de façon quasiment personnalisée. Un joueur de foot va passer sur des médias mainstream qui sont partagés par des dizaines de milliers, voire plus de personnes, alors qu'un créateur ou une créatrice de contenu, en fait, elle va créer un contenu que l'on va consommer chez soi, derrière son écran, et en fait, avec aussi un rapport aux personnes qui les consomment, qui est outrement plus impliquant. Et c'est d'ailleurs pour Ouais. ça qu'il y a beaucoup de marques qui vont parler, qui vont faire des différenciations entre les nano créateurs de contenu, les micros, les moyens et les très gros. Parce qu'en fait, Mm. aujourd'hui, il y a des marques qui assument très clairement de ne pas aller s'intéresser à des créateurs trop importants comme Squeezie parce qu'il y a moins ce rapport Mm. de proximité. Bien Et par sûr. exemple, qui vont s'intéresser à des beaucoup plus petits créateurs de contenu. Sur Instagram, à partir de 400-500 abonnés, vous avez des marques qui contactent volontairement, et des grosses marques, hein, qui Mm. contactent volontairement, du coup, des influenceurs, enfin des micros-influenceurs qui n'en sont parfois même Mm. pas, pour justement en fait essayer de passer cette frontière et d'avoir accès à des gens Mm. qui d'une part peut-être ne sont pas au courant de toutes les lois et donc pour justement passer outre cet avertissement finalement en début de Mm. contenu, mais également pour toucher en fait beaucoup plus et créer ce faux lien de proximité avec les consommateurs de contenu. Et je rejoins également Soul dans le chat qui expliquait qu'il y a aussi une mise en scène de la publicité qui est très forte par les créateurs Ouais. de contenu, et ça justement je trouve assez impressionnant, c'est qu'on le voit beaucoup moins à la Mm. télévision par exemple, mais la publicité elle est, comme tu le disais, elle peut être intégrée à la vidéo, mais parfois en fait elle a sa propre histoire dans la vidéo, et ça c'est assez fou quand même quand on y pense. Ouais, et effectivement, et là je rebondis encore sur ce que dit Flore, mais qui dit les créateurs de contenu doivent instaurer une distance alors. Mais en fait, justement, non. Parce que c'est tout leur business model. C'est parce qu'ils ont la confiance de leur public, parce qu'ils ont l'air proches de leur audience, que les marques vont aller les voir pour placer des produits chez eux. Parce que c'est beaucoup plus facile. Voilà, aujourd'hui, les jeunes, ils veulent voir Lena Situation leur recommander un produit de beauté plutôt que Gad Elmaleh recommander une banque. Ça n'a rien à voir. L'affect qui a engagé là-dedans, ça n'a rien à voir. Et en fait, il y a plein de débats. Maintenant, il y a certains influenceurs, certaines influenceuses qui ont réussi à passer un cap, comme Emma Chamberlain, c'est une grosse influenceuse américaine. Elle assume d'avoir un train de vie différent. Elle assume de ne plus avoir la vie euh, de la girl next door, un petit peu, on va dire, avec plein de guillemets, qui assume d'être riche, et elle va trouver
d'autres moyens de rester proche de son audience, notamment via le podcast, notamment via là, un retour un petit peu en vidéo, une sorte d'authenticité un peu différente. Certes, elle est dans une chambre d'hôtel de luxe, mais regardez, elle a l'air épuisée et elle va vous raconter sa petite journée où elle est allée chercher un café, se balader, comme vous pourriez le faire. Donc en fait, c'est ça aussi qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les influenceurs, leur business model, c'est en tout cas ce qu'ils prétendent être de l'authenticité. Oui, Et si un jour ça rompt, les gens vont se distancer, les marques vont s'éloigner et leur modèle s'effondre un peu, quoi. Exactement. Et inversement, il y a aussi des acteurs extrêmement populaires, très connus, qui font le processus inverse pour se rapprocher des personnes qui consomment leur Pierre contenu. Ninet. Pierre Ninet, mais moi je pensais du coup, j'oublie toujours son prénom et son nom, l'acteur qui joue dans The Witcher, qui parlait de Warhammer et de gaming. Henri Cavill. Henri Cavill exactement. Ouais. Et il y a eu aussi beaucoup en fait, ça casse un petit peu cette distanciation qui est faite, comme tu le dis parfois volontairement, pour se rapprocher d'un train de vie plus classique, plus normal, et pour encore une fois avoir un poids qui est très différent. C'est cette passion. Alors, encore une fois, on ne sait jamais vraiment si c'est très transparent ou au contraire très faux. Mm, C'est ça qui est compliqué, mais mm, c'est ce faux semblant de passion qui fait qu'en mm, fait on crée de la proximité. Et aujourd'hui, c'est ce mm. qui vend. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais que ce soit la création de contenu, même la création, on s'y intéresse sur cette émission, hein, les coulisses de la création du jeu vidéo. Même dans le jeu vidéo, c'est se rapprocher de la vie de tout un chacun pour essayer de créer des expériences qui sont uniques en fait et 100% personnalisées. Et je pense que c'est quelque chose qui marque énormément notre période. Oui, et c'est vrai, tu parlais de ces acteurs qui font un peu le chemin inverse. En fait, c'est assez intéressant. Mais on peut parler ça aussi avec des musiciens, des rappeurs. Il suffit de regarder les invités qui décident d'aller chez des créateurs de contenu plutôt que dans des médias. Moi, je sais, voilà, les rappeurs maintenant, ils vont faire leur promo chez Squeezie, chez Gotaga. Vald, qui avait même fait une chanson en lien avec Gotaga, tout ça, il est allé dévoiler des morceaux chez Gotaga en live. Marion Cotillard et Camille Cotin, elles vont faire leur promo chez Squeezie Ça c'est aujourd'hui. fou quand Et même, en hein. plus, elles paraissent sympathiques. Ils parlent 30 secondes, une minute à peine de ce qu'ils ont à promouvoir. Et le reste, en fait, c'est du contenu qui les rend sympathiques, qui les rend accessibles, qui les rend humains. Et en fait, dans le cercle médiatique maintenant, effectivement, ils ont des fois plus intérêt à aller chez des influenceurs où ils vont être très bien reçus, où ils vont s'amuser et on va pas forcément trop parler de leur projet. Mais les gens vont se dire ah mais Marion Cotillard elle est vraiment marrante et tout et donc il y a un affect nouveau qui va se placer quoi et c'est assez intéressant de voir bah oui les rappeurs devenir des influenceurs ce genre de choses c'est un vrai mouvement. Il y en a qui s'en préservent énormément, qui vont pas trop dans l'intime. Mister V, par exemple, c'est Ouais. pas quelqu'un qui poste des stories tous les jours. Il garde quand même une certaine distance. Il parle peu de sa vie privée. Cyprien aussi, parce que c'est peut-être un peu plus des anciennes générations qui n'ont pas été habituées à ça. Mais en vrai, oui, il y a un truc. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est calculé? Est-ce que c'est machin et tout? Mais mine de rien, maintenant, aujourd'hui, quand il faut faire la promo d'un film, il faut faire des TikTok. Il faut faire des stories Instagram, il faut faire ce genre de choses. Donc avoir un acteur, quelqu'un qui a déjà une présence, c'est génial. Là, Pierre Ninet, il filme les coulisses d'une future scène du film Monte Cristo. Et donc, ça crée déjà une attente, ça crée déjà une envie, ça crée déjà un discours, un storytelling, marketing autour d'un Ah, est-ce que vous m'entendez toujours ou pas? Je crois qu'on a perdu Vincent. fascinant à observer. Ah, on t'a perdu pendant quelques minutes, enfin quelques Ah, secondes, Vincent, ok. juste au moment où tu parlais de Monte Cristo avec Pierre Ninet, du coup. Oui, je disais simplement que effectivement, Monte Cristo, Pierre Ninet, il parle déjà des coulisses de certaines scènes alors que le film est en train d'être tourné. Et ça, c'est assez dingue en fait de se dire la promo du film a déjà commencé. Et effectivement, c'est des trucs, je pense, qu'on va voir de plus en plus avec des acteurs qui, mine de rien, sont eux-mêmes des enfants d'Internet entre guillemets quoi. Alors, je me garde en tête toutes les questions que tu viens de susciter pour poser la question de Riversea dans le chat qui te demande si tu aurais une segmentation des créateurs de contenu ou des influenceurs à partager, ou au détour, pourquoi pas, d'un autre contenu. Donc j'imagine segmentation, elle entend différents profils d'influenceurs, qui seraient marqués par des caractéristiques communes, plutôt, par exemple, des influenceurs et tu m'arrêtes dans le chat si je me trompe, hein, mais des influenceurs gaming, des influenceurs beauté et cetera et cette segmentation, est-ce qu'elle est accessible quelque part, par exemple?
Alors c'est très compliqué. Quand je fais, je donne des cours de temps en temps et j'ai une slide où j'essaye de faire des familles d'influenceurs. Mais c'est très 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 difficile parce Mm. que aujourd'hui, les influenceurs, bah, ils font plein de trucs différents. Enjoy Phoenix, qu'on a connu pour des tutos, make-up, etc., a énormément évolué. Elle fait des vlogs maintenant, elle fait des vidéos concept un peu produits, un peu à la Squeezie, mais sur d'autres concepts. Et elle stream du jeu vidéo. Donc comment on la catégorise. Il y a ce genre de débat des fois de se dire bah Angel Phoenix c'est pas une influenceuse beauté, enfin c'est maintenant elle fait des choses Mm. très différentes. C'est aussi parce que les influenceurs ont eu un besoin à un moment de segmenter leur production pour pas avoir tous leurs œufs dans le même panier. Mm. C'est-à-dire, faut faire des vidéos YouTube, mais il faut aussi faire des TikTok, il faut aussi faire des stories sur Instagram, etc. Donc, il y, a un- il y a une nouvelle méta, un peu, on va dire. Et donc, bah, maintenant, c'est très compliqué. Thibaut InShape, sur sa chaîne principale, c'est plus des vidéos de muscu. Il met ça sur sa chaîne secondaire. Thibaut InShape, aujourd'hui, là, il fait une vidéo avec un combattant de boxe ou de MMA, je sais plus exactement, mais et où il va aller je sais pas, explorer différents métiers de berger, d'employé chez Amazon, ce genre de choses. Donc en fait, c'est très compliqué. C'est pour ça que maintenant on parle de créateur de contenu parce que c'est un terme qui est un peu plus englobant Mm. et faire une segmentation. En fait, on peut faire plusieurs segmentations. On peut essayer de faire des segmentations par style, on peut faire des segmentations par statut, bah, les méga stars, voilà, comme tu disais, macro-influenceurs, etc. On peut faire des segmentations aussi sociologiques, c'est-à-dire regarder qui fait des vidéos avec qui. Bah, c'est bande de potes, hein, souvent bah, des potes mecs, hein, où il y a très, très peu de place pour les femmes. En fait, il y a plein de segmentations possibles. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. J'ai pas de réponse. Je fais un peu une réponse de Normand, mais tout dépend un petit peu de l'approche qu'on a envie d'avoir là-dessus. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, c'est justement parce que c'est compliqué que c'est un besoin, je pense, aujourd'hui d'essayer de peut-être un petit peu trouver justement des points de comparaison entre ces différents créateurs et Mm. créatrices de contenu. Et je reviens sur la question que j'ai pensée, c'est qu'en fait, comme on le voit, il y a vraiment une volonté de réhumaniser ou peut-être en fait de se rapprocher et de casser la distance qu'il existe entre bah, du coup celles et ceux qui créent du contenu et du coup leurs consommateurs. Et Mm. ça peut être très bien dans le cadre du divertissement, ça pose d'autres problèmes assez importants quand on s'adresse à des contenus, par exemple, politiques. C'est aussi Mm. quelque chose qu'on a pu voir lors des élections présidentielles qui se sont passées, avec une volonté de se réapproprier par les différents candidats les médias des plus jeunes pour avoir accès à eux et en utilisant des codes en plus, parfois pour certains partis, de façon extrêmement Mm. douée, de façon extrêmement propre. Donc, est-ce que justement cette proximité ah bah du coup on a Soul qui reprend ce que je dis juste au moment où je suis en train de le dire. Mais est-ce que justement cette proximité et ce contenu lisse, ça peut pas également poser des problèmes? On parlait un peu plus tôt, tu mentionnais Hugo Décrypte. Mm. Il y a par exemple sur Hugo Décrypte d'excellentes vidéos qui nous montrent que Macron, le président actuel, ne se comporte pas du tout de la même façon. Son vocabulaire est différent, sa façon de s'habiller est différente et il s'adresse directement aux plus jeunes. Et donc comment Mm. est-ce qu'on Mm. réussit à trouver le juste équilibre entre cette proximité qui peut être très bénéfique, mais qui peut aussi devenir très dangereuse dans un monde où du coup en fait tout serait trop lissé et on n'aurait plus le droit à de véritables confrontations et débats politiques sur des idées, mais plus simplement Ouais. sur la personne ou ce qu'elle représente. Bah, en fait, pour les influenceurs, les créateurs de contenu, j'alterne entre les deux termes, hein, mais c'est juste pour varier, pour pas trop me répéter. Mais en fait, il y a plusieurs positions. Il y a ceux qui assument être politisés, que ce soit des influenceurs d'extrême gauche, d'extrême Mm. droite. Voilà, bon, je pense que vous les identifiez plutôt bien aujourd'hui. Il y en a qui assument d'avoir des idées notamment des idées sociales sur des sujets de société assez ancrés, bah, par exemple sur les droits LGBT, sur ce genre de choses, il y a des créateurs de contenu qui, parce que eux-mêmes sont membres des communautés LGBT, bah, vont s'engager, vont en parler, etc. Très clairement. Il y en a d'autres qui vont faire ça de manière épisodique sur, par exemple, la manifestation contre la réforme des retraites. Il y en a un certain nombre qui ont pris la parole tout simplement parce que bah, ils se disent que c'est un sujet trop important, qui les Mm. touche eux, qui touche leurs proches. Des fois, c'est un sujet sur lequel ils surfent, hein, très clairement, pour se donner une bonne image aussi. Il ne faut pas éviter cette hypothèse-là. Et puis, globalement, il y en a aussi ceux qui évitent totalement les sujets politiques.
On l'a vu avec Squeezie, par exemple. Il avait fait un TikTok assez long pour parler de la tribune des influenceurs au moment où il y avait eu des débats autour d'une tribune qui était très mal gérée. Et il avait dit, je sais qu'il y en a qui attendent de moi que je me prononce sur la réforme des retraites, mais je peux pas le faire. J'ai des millions d'abonnés, etc. Il faut que je pèse chacun de mes mots, ce genre de choses. Bon, c'est une façon aussi un peu de se protéger parce que je sais que quand on se prononce politiquement, bah, il y a des marques derrière qui vont dire « Ouh là là, lui, il est trop politique, on veut pas travailler avec lui ». Seb, quand il a pris position contre la réforme des retraites, parce que comme il a expliqué lui-même, bah, il a des parents, voilà, il sait ce que c'est comme sujet, bah, il y a des marques qui ont dit oui, il est un peu extrême, quoi, c'est un peu trop ce genre de choses. Donc en fait, il y a à la fois une volonté pour les influenceurs bah, de ne pas cliver, parce que bah, quand on prend position, bah, forcément, on se met en opposition à une partie de sa communauté quand on en a des millions. Hein. Bien sûr. On est suivi par des gens de gauche, de droite, d'extrême gauche, des centristes, des macronistes, enfin bref, plein de gens comme ça. Et en plus, bah, potentiellement, son modèle économique, bah, on le met peut-être un petit peu en danger. Donc c'est pour ça qu'il y en a plein qui veulent absolument pas se positionner. Et dans tous les cas, c'est très 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 rare de voir des influenceurs se positionner pour des partis en particulier. Ouais. Parce que ça, voilà, l'incitation au vote, genre de choses, ça peut être très 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 mal perçu par les communautés. Et Hugo Décrypte, bah oui, effectivement. Mais Hugo Décrypte, en fait, je trouve, il a fait une interview de Macron il y a pas si longtemps que ça, et je trouve qu'on a été un peu dur avec lui. J'ai vu des papiers de Télérama qui le critiquaient. Alors que je trouve qu'il n'a pas été si mauvais que ça en vrai. Il relançait Macron. Quand le président répondait pas vraiment à certains sujets, il revenait avec les mêmes chiffres, il demandait des précisions. Mine de rien, c'est pas rien. Je pense que faut lui reconnaître certaines choses Mm. aussi. Et en fait, il n'a pas plus servi la soupe à Macron que des médias comme France 2, France Inter, qui quotidiennement bah, reçoivent des hommes politiques sans des fois trop les contredire non plus. Les Donc, challenger. Ouais. ouais, voilà. Donc, je pense que il y a un peu un truc de demi-mesure, un peu de bah, balayons devant notre porte aussi, des fois, avant de s'en prendre à eux. Même si, bon, en vérité, en coulisses, bah, il y a aussi beaucoup d'opportunistes hein, dans ce milieu de l'influence aussi, quoi. Je sais pas si j'ai répondu à la question, Si, mais. si, 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 très bien même. Mais après, ça c'est rigolo parce que, bon là j'ai pris un sujet quand même qui est assez clivant, le monde politique, mais il y a d'autres sujets comme par exemple l'écologie, comme le Bien sûr. sexisme, le racisme, etc., qui donc, sont des sujets qui sont pas ou quasiment peu abordés. Je sais que j'avais suivi l'histoire, donc j'avais beaucoup suivi le GP Explorer, et notamment l'histoire qui avait suivi avec l'accident qui a eu lieu, et qui mettait en Bien sûr. cause du coup une influenceuse avec un influenceur assez réputé. Et donc du coup, toute la haine qui s'était vraiment démultipliée sur les réseaux et la prise de parole était sinon absente, extrêmement légère, même de la part de Squeezie, qui, au milieu d'un live, d'ailleurs auquel j'assistais de façon complètement random, bah, en fait, il a pris peut-être 5 minutes pour dire ok les gars, vous allez trop loin, arrêtez, stop, moi je veux pas de ça dans ma commu. Mm. Mis à part ça, il n'y a pas eu de contenus qui ont été poussés, etc., pour aller contre ces vagues de haine qui aujourd'hui sont extrêmement présentes. Ouais. Il y a un vrai mouvement aussi, je ne sais pas, depuis le rachat, alors je ne sais pas si ça coïncide ou pas, hein, c'est pas un effet de cause à effet, mais depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, c'est beaucoup plus visible. Il y a un vrai aussi mouvement de haine envers les communautés déjà discriminées et qui se répand de plus en plus. On le voit sur Mm. TikTok avec des TikTok très masculinistes, parfois très sexistes, sous couvert d'humour, mais parfois sous couvert tout simplement de contenu pédagogique, ce qui est terrible. On Mm. a un Twitter qui est beaucoup plus libéré, donc il y a toute une nécessité en fait aujourd'hui aussi peut-être à prendre position, même si ça fait peur, pour justement éviter que ce genre de comportement se reproduise. Ouais, et l'exemple de Squeezie, il est super intéressant parce qu'en fait, ça symbolise tellement de choses, c'est-à-dire que Squeezie a été un peu célébré pour sa prise de parole en live, mais encore une fois, c'est une prise de parole en live, donc il comptait sur le fait que les gens allaient clipper et diffuser pour lui sa parole, qu'il ne ferait pas de lui-même un positionnement là-dessus. Il l'a fait tard, il l'a fait plusieurs jours après. Ouais. Même le GP Explorer a mis du temps à réagir pour bah, soutenir Manon, donc Oui. la pilote qui était impliquée dans le fait de course avec Maxime Biaggi. Maxime Biaggi a été très timide dans sa réaction aussi. Manon a reçu le soutien de quelques pilotes, mais pas tant que ça. Il n'y a pas eu de choses unanimes non plus. Et en fait, c'est assez catastrophique parce que ça symbolise tellement
une ambiance toxique de manière générale. C'est-à-dire que Squeezie va dire ça, genre dégagez, on veut pas de vous, genre de choses. Il va donner des interviews à Télérama pour dire oui, il faut encourager les femmes, il faut leur donner plus de place, etc. On essaye et tout. Mais dans les faits, juste factuellement, Squeezie, c'est quelqu'un qui, dans ses vidéos, met très peu en avant des femmes. Il y a très peu d'invités euh, du milieu internet qui sont invités dans ses vidéos. Et lui-même va, dans le live donc, que tu mentionnais, où il disait à son public et aux harceleurs de dégager, juste après, il rejoignait en vocal Locklear, qui est un autre gros streamer et qui lui-même, lors du procès Amber Heard contre Johnny Depp, Oui. a fait un react au procès en incendiant et en étant très misogyne et sexiste avec Amber Heard. Et c'est un des très bons amis de Squeezie. Et là, on touche à un point important. Les streamers, parce que c'est à eux qu'il faut aller parler, c'est plus aux streameuses à qui on parle que de ça depuis des années, c'est les streamers et leur dire mais pourquoi vous traînez avec des gens toxiques? Pourquoi dans votre entourage vous entretenez, vous cultivez une culture toxique? Pourquoi vous faites un tribunal des bannis IRL où vous permettez à des gens qui ont eu des propos puants dans le chat de venir se faire mousser, se faire pardonner en direct et de devenir un peu les célébrités d'un jour? Il y a un vrai souci de fond là-dessus. Bah voilà, on voit un Eleven All-Star organisé par le streamer Amine, où il y a sur le terrain quelqu'un qui a, avec sa communauté, a participé directement et indirectement au harcèlement de la streameuse Ultia. Et donc ça c'est assez catastrophique quoi, de se dire que on préfère garder dans son entourage des personnes qui sont ouvertement toxiques plutôt que de les mettre à l'écart pour valoriser des femmes. Et l'argument genre oui mais on traîne, c'est parce que c'est nos potes, c'est plus normal et on veut pas mettre les femmes on Oui, veut pas les c'est ce jeter que sous Amine avait les... dit, notamment, je Voilà. crois, pour la critique contre son événement de foot. Voilà, ils veulent pas mettre en danger les femmes et tout, mais en fait, vous reconnaissez juste qu'il y a un problème. Vous reconnaissez que vous n'avez pas de potes femmes, donc ça, c'est un vrai sujet. Il faut se questionner, il faut se remettre en cause là-dessus. Et en plus, si vous savez qu'il y a un problème à inviter, à donner de la visibilité à une femme, ben dans ce cas-là, il faut nettoyer son chat en fait. Donc c'est juste très frustrant en fait. Et bah les personnes qui subissent ça, qui subissent les conséquences de ça, bah c'est les femmes sur Internet quoi. Non, mais c'est extrêmement vrai. Je pense que tu nous retires à toutes et tous les mots de la bouche. Et je te rejoins complètement sur tout ce que tu dis. Et je pense que Agathe, notamment, qui nous dit qu'en fait, la barre est probablement très très basse aussi pour les influenceurs. Parce qu'en termes d'exemple, aujourd'hui, il y a très peu de contenu valorisant justement ces minorités-là. Et c'est même plutôt l'inverse. C'est presque à se demander en fait si le genre de contenu clivant qui vont aller jusqu'à parfois cultiver cette culture un peu toxique, Mm. l'attitude bro ou ce genre Mm. de contenu-là, en fait, aujourd'hui, ne serait-il pas des moyens de générer encore plus d'interactions, de buzz, au détriment, comme tu le dis, en fait, des femmes, au détriment des personnes racisées et au détriment de toutes les minorités, en fait, qui subissent Mm. ces violences-là. Hmm. Je vais bon, répondre et en répondant à Flore qui Ouais, a dit plusieurs trucs. L'Insta du GP a réagi véritablement le lendemain. Ça, je suis sûr à 90%. Et dire que c'est la faute d'Amine et Squeezie s'il y a de la misogynie, c'est fort. Non. En fait, non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, ils laissent aussi par les invités qu'ils ont, par les formats qu'ils proposent, par la visibilité qu'ils donnent, ils autorise un certain nombre de comportements à arriver. Je dis pas que eux-mêmes sont misogynes ou sexistes, etc. Mais en fait, c'est juste que de par les représentations, de par les discours qu'ils laissent passer et qu'ils tolèrent dans leur environnement, bah mine de rien, ils participent aussi à ça, quoi. C'est ça que je veux dire. en fait, c'est ça, on a tous une responsabilité de réagir. On n'est jamais responsable de ce qui se passe, sauf quand on évidemment, quand on commet nous-mêmes les actes. Par contre, ne rien dire, c'est aussi une forme en fait de laisser passer. C'est aussi une forme parfois d'acceptation. Et malheureusement, Mm. aujourd'hui, c'est pas possible parce qu'on voit très bien sur des sujets aussi par rapport à la modération, etc. Notamment sur Twitter. Aujourd'hui, on ne peut plus simplement ne rien dire, ne pas rebondir quand on voit qu'il y a des Mm. communautés entières qui vont être dévalorisées par principe, tout simplement. Et donc ça, en Ouais. effet, c'est un gros, gros sujet. Vincent, je vois le temps qui passe. Ça te va si on Euh, continue encore un petit peu? T'as du Ouais, on temps? peut continuer encore un peu et je vais même renchérir sur ce que tu as dit. Par exemple, Booba qui dit devant le juge qui l'interroge pour l'histoire de cyberharcèlement, qui dit je suis pas responsable de ma communauté. En fait, ça c'est un argument qui ne peut plus exister aujourd'hui. Alors oui, on n'est pas responsable des comportements individuels de chaque personne, etc. Mais quand derrière on ne dit pas à sa communauté d'arrêter et qu'on ne maintient pas ce discours-là régulièrement, qu'on ne fait pas d'efforts pour
essayer d'éduquer les gens qui nous suivent, qui nous font confiance, qui nous prennent en exemple en tant qu'influenceurs, et ben là, c'est un problème. Comme le dit Agathe, là, le silence, ça pèse lourd en fait. Le silence, c'est une réaction en fait. C'est une façon de dire, bah, j'estime que c'est pas à moi que c'est pas mon sujet. Et ça, je trouve que c'est grave. Et je te rejoins complètement. Et en fait, c'est des sujets aussi qui existent depuis assez longtemps, en fait, sur internet et quasiment depuis les débuts d'internet, hein. Ces questions de cette Mmh. liberté de parole qui serait venue avec cet espace libre que devait être internet. On sait qu'aujourd'hui, c'est faux. Depuis le tout début d'internet, internet n'a jamais été libre, n'a jamais été exempt Mmh. de lois, d'obligations Bien légales, sûr. et cetera. Et en fait, c'est un peu ce présupposé comme quoi on pourrait écouter tous les discours n'est pas un bon moyen en fait d'aborder ces Mmh. problématiques-là. Parce qu'en fait, Mmh. des discours ne sont tout simplement pas recevables. Déjà, des discours qui sont Mmh. punissables légalement, et en fait, il y a aussi des discours qui littéralement mettent en porte-à-faux des communautés entières, des personnes pour leur genre, pour leur couleur de peau, et tout ça, c'est pas simplement une opinion qui est acceptable ou qu'on peut laisser passer sous couvert de vouloir satisfaire tout le monde. Et je sais pas si c'est pas un sujet qui est justement en train de monter. Je vois de plus en plus une polarisation aussi du débat, que ce soit sur Twitter, sur Mmh. TikTok, sur YouTube, où en fait il y a cette volonté que les youtubeurs ou les youtubeuses, enfin que les créateurs, créatrices de contenu prennent justement position sur ces points-là. Ça a été le cas avec la réforme des retraites, comme tu l'as dit. Il y a une vraie force derrière. Les gens voulaient savoir ce que leur personnalité favorite pensait. Et aujourd'hui, ça existe peut-être de plus en plus. Il y a une vraie demande des plus jeunes notamment, qui sont en possession de ces outils de diffusion et de communication depuis toujours quasiment, contrairement à nous, qui aujourd'hui en fait cherchent à avoir ce genre d'informations et à peut-être dépasser ce discours un peu trop lisse. Mmh. Ouais. Non, non, effectivement, et le bon exemple, c'est Inoxtag pendant effectivement les manifestations contre la réforme des retraites. Au début, il avait dit oui, c'est pas à moi de me prononcer, etc. Puis il s'était fait attraper par le col et il a dit ouais, en fait, vous avez raison, Exactement, ouais. il faut que je me prononce, etc. Et en fait, je peux comprendre que les influenceurs disent mais c'est pas mon rôle, c'est pas à moi de me prononcer sur tout, etc. J'ai pas mon avis. Là, avec ce qui se passe dans la bande de Gaza, ce genre de choses, en fait, il y a beaucoup d'influenceurs qui disent bah c'est pas forcément à moi de parler, ce genre, etc. En fait, à la fois, je comprends ça effectivement parce que c'est des fois leur mettre beaucoup de responsabilités sur les épaules alors que ils n'ont pas forcément émergé en lien avec des sujets qu'ils des fois maîtrisent pas parce que bah, on n'est pas tous bien éduqués sur tous les sujets et personne n'est parfait Bien encore une sûr. fois. Mais il y a aussi le truc qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'en fait ils ont aussi ouvert la porte sur leur intimité. Ils ont ouvert la porte sur bah, qui ils étaient. Et donc quand on a quelqu'un à qui on fait confiance, dont on attend les avis sur la dernière mise à jour Fortnite ou sur le dernier film Marvel qui sort, etc. Et ben parce que ça fait partie de notre vie, on a aussi envie des fois on attend des fois un avis sur des sujets de société comme ça, parce que ça touche à notre quotidien et parce que ça touche à leur quotidien aussi. Et donc il y a ce truc-là qui est contradictoire, quoi. Ouais, et complètement. Et pour rebondir sur ce que dit Flower aussi dans le chat, c'est qu'en fait, l'éducation, c'est pas uniquement à l'école, dans le cadre de la famille ou les politiques, hein. C'est vraiment partout. On apprend toujours tout au long de notre vie. Et puis aussi, l'éducation, Mm. c'est un sujet en lui-même. On pourrait passer plusieurs heures, mais déjà, en Mm. fait, l'éducation dépend beaucoup du niveau du milieu social dans lequel on évolue. Il y a des parents qui peuvent plus ou moins éduquer leurs enfants. Il y a des villes, des villages aussi. L'accès à l'éducation n'est pas le même partout. Et en fait, parfois, c'est tout au long de la vie qu'on apprend. Et donc, l'éducation, qu'on le souhaite ou non, en fait, elle se fait également quand on regarde du contenu. Et Mm. on apprend par les agissements et pas uniquement parce que les gens nous disent. Faire une Mm. vidéo de 10 secondes pour dire c'est mal n'enlèvera pas toutes les vidéos dans lesquelles en fait il y a eu aucune intervention de femmes ou de personnes racisées, etc. Et donc ça, je pense que c'est un sujet quand même assez important. C'est qu'évidemment que l'éducation, c'est dans le cadre de la famille, dans le cadre de l'éducation et d'une certaine mesure aussi dans un cadre politique. Mais il faut pas oublier qu'en fait, demain, un créateur de contenu, il est très écouté par les plus jeunes. Et d'ailleurs, en fait, c'était un sujet qui avait été abordé à de nombreuses reprises, hein, mais aujourd'hui, un créateur ou une créatrice de contenu peut avoir un vrai rôle sur la dimension que va prendre du coup tel ou tel sujet pour les principaux concernés ou pour les principales concernées, leurs consommateurs de contenu. Et si les créateurs de contenu ne sont pas éduqués ou assez renseignés pour avoir porté leur propre parole sur un sujet,
ils peuvent devenir une chambre de résonance, une chambre d'écho Exactement. pour la parole d'autres personnes. C'est tout le relais de la parole de, par exemple, imaginons, je suis un influenceur, j'ai 1 million d'abonnés, je reste un mec blanc, hétéro, cis, etc. Je suis pas renseigné sur certaines problématiques, je suis pas assez éduqué sur certaines problématiques de racisme et j'estime juste ne pas être la bonne personne pour en parler. Et ben, je peux peut-être des fois relayer aussi la parole de gens qui vont, eux, connaître leur sujet, témoigner et leur permettre à ces gens-là de toucher une plus large communauté aussi. Enfin, il y a plein de manières de procéder. Le tout, c'est de le faire de la bonne manière. C'est de le faire en s'entourant bien aussi quand on est un créateur de contenu, en sélectionnant bien ses sources, en étant sûr un petit peu de comment on se sent par rapport à un sujet, comment on a envie d'en parler. Mais c'est tout un travail d'éducation à faire hein, et qu'on fait nous, personnes lambda, que chacun fait et que même nous, mine de rien, avec ce qui se passe, on se sent concerné par des sujets, on a envie de partager des ressources, on a envie d'alerter des fois nos petits cercles de gens qui nous suivent. Hein. C'est mine de rien, même sur ce sujet-là, on fait de la nano-influence aussi, on est nano-influenceur avec même des fois quelques dizaines d'abonnés. Donc c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, le tout étant voilà, de le faire de la bonne manière, de le faire avec les bons outils, de le faire avec les bonnes ressources et de relayer les bonnes paroles, quoi. Complètement. Et je pense que ça passe aussi tout simplement par reconnaître ses erreurs. Parce que parfois, on ne demande pas à tout le monde d'être averti et d'être au courant de tous les sujets, mais simplement Mmh. prendre un pas de recul et dire, OK, j'ai peut-être fait une erreur, je vais me renseigner, Mmh. je vais Mmh. consulter des personnes compétentes et je reviens par la suite avec du coup des ressources utiles Mmh. ou tout simplement en changeant la façon dont j'interagis avec la création de contenu, etc. Parfois, ça peut paraître très compliqué parce qu'il faut reconnaître son erreur, mais en fait, c'est tout simple. Et c'est comme ça qu'on progresse et Mmh. qu'on avance. Et je pense que c'est un sujet extrêmement important. Il y avait une question de Sacha pardon, de Soul dans le chat qui me paraissait intéressante. C'est est-ce qu'on apprend à être influenceur aujourd'hui pour éviter des erreurs déontologiques? Ouais. Alors, il y a des formations qui se lancent, ce genre de choses, mais c'est très critiqué parce que, en fait, les influenceurs sont nés à une époque où on les appelait pas des influenceurs et où eux-mêmes savaient pas ce qu'ils allaient devenir. Ils savaient pas qu'ils pouvaient vivre de ce métier-là, donc ils ont appris un peu sur le tas. Et donc il y a un peu une culture sur Internet de se dire, il faut apprendre soi-même, il faut Mm. regarder des tutos YouTube, il y a un truc un peu de faut grinder quoi, faut avancer, il faut galérer, genre de choses. Ça fait un peu partie du storytelling que beaucoup se Oui, construisent aussi, alors c'est qu'il y en a vrai. plein qui ont de la chance, qui ont été poussés par d'autres youtubeurs, qui ont été poussés par des agences, des networks, machin, enfin bref. Il y a un peu ce truc genre je me suis fait tout seul, c'est un peu la success story que beaucoup essaient de pousser et donc se dire oui des formations pour apprendre à être influenceur mais c'est quoi ça, c'est des arnaques, ce genre de choses. Je pense que créer du contenu, en fait, ça passe par d'autres types de formations. Ça passe par de la formation au montage vidéo, ça passe par de la formation à la recherche académique, au journalisme, je sais pas, au divertissement, plein de choses, à la communication, au marketing, parce qu'en fait, les influenceurs, ça mélange tout un tas de métiers. Moi, j'aurais tendance à dire euh, que, en fait, pour apprendre à être influenceur, faut d'abord apprendre à créer, à avoir envie de créer en fait, tout Mhm. simplement. Après dire oui, pensez d'abord à la passion, pensez d'abord à ce que vous voulez faire, ce que vous voulez être profondément en ligne. C'est un discours que McFly a tenu récemment dans une émission qui s'appelle Popcorn. Oui, c'est important, mais en fait, on n'est plus à l'époque où eux se sont lancés. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui rêvent de faire ce métier-là. Il y a des algorithmes en face qu'il faut comprendre, qu'il faut maîtriser pour espérer émerger. Donc en fait, je pense que pour devenir créateur de contenu et essayer d'en vivre, il y a à la fois déjà de quoi on veut parler, mais aussi avoir conscience un petit peu des contraintes euh, économiques, marketing, algorithmiques qui existent parce que on peut pas se lancer juste avec de la passion pour faire ce métier malheureusement. C'est très triste, hein, Ouais. mais la passion a jamais fait les stars. Voilà, il y a plein d'autres choses. Il y a la passion, en fait partie des critères, mais il n'y a jamais eu que ça malheureusement, il y a eu plein d'autres choses. Bon.
Non, non, mais c'est très vrai. Abonnez-vous par ailleurs. Non, je rigole. Non, non, mais pour le coup, et puis bah, pour revenir sur ce que dit Rémi, c'est une question qui me semble très intéressante. C'est est-ce qu'aujourd'hui, dans les agences d'influenceurs, type Bump, on a des médias training et des formations? J'imagine que ça, je sais pas si les formations sont, enfin, si c'est public comme information, pardon, mais j'imagine que oui. J'imagine qu'aujourd'hui, pour les plus gros influenceurs, ils ont des équipes, hein. Bah, tu le présentais dans ton live lundi, du coup, par rapport à, je crois que c'était Michou, le youtubeur que tu Ouais. présentais, qui a Mm. toute une équipe derrière lui, et j'imagine qu'en fait, c'est aussi la raison pour laquelle bah, ces personnes-là ont des gens compétents dans certains sujets qui vont venir les éduquer, les renseigner pour éviter justement d'avoir de mauvaises surprises ou quoi quand on est influenceur. Alors, je dirais oui et non à la fois. C'est-à-dire que, par exemple, Michou, il a un manager qui s'appelle Babacam, Mhm. qu'il a rencontré période Webedia. En fait, c'est assez intéressant, mais c'est le manager de Michou Inoxtag, et il les a rencontrés parce qu'il était, je crois, garde du corps dans une Paris Games Week. Et ils ont décidé qu'ils voulaient que ça soit lui leur manager, etc. Donc, il est devenu le manager de Michou Inoxtag, deux des plus gros youtubeurs de France. Ils ont aussi une personne qui se charge de leurs relations presse, Mhm. pour le coup, donc qui les aide à gérer les interventions dans les médias, etc. etc. Donc ça, c'est le type de personnes qui peuvent les aider à gérer leur image, on va dire, gérer leur façon de communiquer. Mais il y a des grosses limites à ça aussi, dans le sens où on le voit même avec Squeezie. Squeezie, la façon dont il a géré le cyberharcèlement de Manon, malheureusement, pas une c'est pas une bonne Mhm. façon de faire. Il a même été allé répondre directement à quelqu'un sur Twitter qui avait un peu d'abonnés, mais pas tant que ça, parce qu'il n'avait pas aimé ses tweets. Donc en fait, des fois, il y a un truc où on sent qu'il réfléchit énormément sur plein de prises de position, et en même temps, des fois, il y a une forme d'impulsivité chez certains des influenceurs qui est vraiment déroutante. Parce que, encore une fois, on parle de gens qui sont des hommes et des femmes d'affaires. C'est des gens qui ont des employés, qui ont des entreprises, Ouais. qui génèrent énormément, et qui brassent énormément d'argent. Et ben des fois, en fait, il y en a qui lâchent un tweet comme ça et qui, parce qu'ils n'arrivent pas forcément à se maîtriser, parce que Flora a raison, c'est des humains aussi. Mais je veux dire, il y a d'autres personnalités, notamment dans le monde de la politique, dans le monde de la musique, dans le monde de machin, qui sont beaucoup plus en contrôle de ça, hein. Ça arrive des fois qu'il y en a qui dérapent un petit peu, mais comme c'est des gens qui sont tellement sur les réseaux, qui sont tellement auprès de leur communauté, tellement regardant sur les commentaires, parce que c'est Mhm. ça qui fait aussi leur valeur d'une certaine manière, et ben des fois, en fait, il y en a qui juste le prennent tellement personnellement, et ce qu'on peut comprendre, hein, parce que personne n'a un cerveau équipé pour gérer ça, hein. On ne naît pas avec la capacité à gérer de la haine en ligne, ou même à gérer des commentaires trop positifs en ligne. Et donc, des fois, il y en a qui craquent. Mais c'est vrai que des fois, c'est un peu déroutant de voir certains très gros influenceurs faire des petites sorties de route, on va dire, avec plus ou moins de gravité. Mais je n'ai pas l'impression qu'ils aient énormément de médias training là-dessus. Ils ont plus des managers, Ouais. mais c'est des gens qui viennent beaucoup aussi du marketing, on va dire, un peu de la communication, mais c'est assez intéressant. Mais je sais que pour certaines gestions de crise, il y a des cabinets spécialisés dans la gestion de crise qui ont été sollicités, notamment dans le cadre d'affaires d'agression. Mais c'est extrêmement intéressant. Malheureusement, le temps passe trop vite et il faudrait quasiment un deuxième épisode en fait pour parler de tous ces sujets. Il y a un point quand même que j'aimerais aborder un peu en ouverture conclusive, à la fois pour Mhm. parler peut-être du contenu que tu crées sur Patreon, sur tes live Twitch, et d'un Ah. sujet que tu as abordé Mhm. récemment notamment, qui est du coup celui des conditions de travail des personnes qui travaillent autour Ouais. de ces créateurs, créatrices de contenu. Donc, est-ce que tu pourrais reprendre un petit peu ce que tu avais partagé lundi rapidement, nous expliquer du coup Oui. bah, les différents métiers qui existent et peut-être du coup faire un. Je te demande un travail très compliqué parce que j'ai plusieurs questions Mhm. et que j'aurais aimé en parler plus, mais je pense que déjà ma T'inquiète. fatigue me coupe dans mon Il n'y a élan. pas de souci. Mais voilà, essayer d'avancer un petit peu de ces sujets autour des conditions de travail des personnes qui gravitent autour des influenceurs, influenceuses et faire un point sur ce que toi tu crées comme contenu. Oui, alors effectivement, c'est vrai que les créateurs de contenu, on a souvent tendance à les voir comme des personnes un peu qui font leurs vidéos eux-mêmes. De moins en moins, hein, bien sûr, parce qu'il y a de plus en plus de grosses productions, etc. Mais il y a un peu cette idée du créateur de contenu qui gère. Lena Situation entretient beaucoup un peu ce storytelling autour du fait qu'elle fait ses montages vidéo.
même si maintenant il y a quelqu'un qui l'aide sur le dérush, etc., etc. Et donc en fait, autour d'eux, ils sont entourés de tout un tas de personnes, des monteurs, hein. Michou, il a plusieurs monteurs, un principal qui gère une autre équipe de monteurs avec des gens plus qui vont être sur les shorts pour YouTube, d'autres sur les montages des gros projets, ce genre de choses. Ils ont des gens spécialisés pour les miniatures, hein, les Mhm. Minia Makers. Il y a des vidéos, des articles qui ont été faits, notamment sur le Minia Maker de Inoxtag. Euh, et, euh, et donc, c'est tout un tas de gens qui travaillent, qui gravitent autour des créateurs de contenu. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui sont extrêmement mal payés, sous-payés, payés même une misère, hein, des fois, pour une miniature 10, 15, 30 euros. Pour un montage vidéo qui demande une semaine 250 euros, alors qu'on normalement, on est plutôt sur un tarif minimum journée de 250 euros. Il y a énormément d'abus. Il y a des influenceurs qui refusent que leur monteur qui est pourtant freelance aille travailler avec d'autres influenceurs. Et donc en fait, c'est un vrai sujet qui est Mhm. abordé de plus en plus, hein. Je suis pas le premier avec mon papier Patreon à parler des conditions de travail des monteurs. Mais je pense que c'est un discours qu'il faut pas oublier parce que sans les monteurs, sans les media makers, sans ces gens-là, en fait, les vidéos n'existent pas, les vidéos ne sont pas vues. Et je pense qu'il faut continuer à en parler. Et donc sur Patreon, un article que j'ai mis en accès libre lundi, c'est un article où il y a une dizaine de monteurs et de monteuses qui témoignent anonymement pour la plupart de leurs conditions de travail dans le milieu. Et c'est vrai que c'est assez effarant de se dire que voilà, on est en 2023, le métier de créateur de contenu existe depuis plus d'une dizaine d'années et il y a toujours des manquements très graves au code du travail, euh, au, euh, au minima en termes de tarifs. Mhm. Et voilà, j'ai essayé de raconter ça et je vais continuer mon travail là-dessus en explorant les conditions de travail offertes par une boîte qui sous-traite les montages de vidéos. Là, je suis en train de continuer à récolter des éléments. J'avance lentement. J'aimerais avoir plus de temps pour me consacrer à ça, mais c'est des sujets, je veux vraiment explorer et continuer ce type d'articles, on va dire, et d'enquête. Bah, Voilà. c'est vraiment extrêmement intéressant. Je pense que ça pose les bases pour une future discussion en 2024, si ça t'intéresse de Ouais. repasser sur Good Luck Have Fun, parce qu'on pourrait parler pendant des heures, mais en tout cas, pour avoir, encore une fois, hein, ça fait plusieurs fois que je le répète, mais pour avoir assisté à ton live lundi dernier, je vous recommande vraiment d'aller vous abonner du coup à la chaîne de Vincent sur Twitch. Ton pseudo, c'est Vincent Internet sur Twitch, c'est ça? Ouais, Vincent d'Internet, exactement. Voilà, du coup, parce que ça vaut vraiment le coup. Et puis, je te laisse peut-être un dernier mot, un moyen peut-être, enfin quelque chose que tu aimerais dire, pardon, j'en perds mes moyens. Non, déjà, te remercier pour l'invitation. Moi, je suis toujours content de pouvoir parler de ce genre de sujet parce que moi aussi, si je fais des lives sur Twitch, c'est parce que j'étais content de trouver des gens avec qui en parler parce que c'est pas toujours facile de trouver des gens qui peuvent être intéressés par ces sujets-là ou en tout cas qui se disent que ça peut être un sujet intéressant pour plein de raisons. Et non, moi, ce que je dirais, c'est euh, le conseil, c'est de mettre personne sur un piédestal, en fait. On peut être passionné par des créateurs de contenu, par des artistes, par n'importe qui, mais je pense que c'est important d'idolâtrer personne parce que ça reste des humains. Ils ont des fois des failles, des défauts. Des fois, il y en a qui portent des masques très accrochés sur leur visage. Donc, je pense que le but, c'est quand on consomme du contenu en ligne, c'est de continuer à l'apprécier, continuer à aimer parce qu'il y a des choses incroyables qui se passent sur Internet, mais aussi des fois de réussir à prendre un peu de recul par rapport à ça et de se questionner, s'interroger, rester curieux, entre guillemets, sur les conditions de réalisation de ces contenus qu'on aime beaucoup, quoi. Voilà. Et puis, merci encore aux gens, aux questions, aux remarques dans le chat et merci à toi pour l'invitation. Bah, avec grand plaisir, c'était vraiment extrêmement intéressant. N'hésitez pas, du coup, enfin, merci beaucoup à toutes les personnes qui sont venues suivre le concept, l'émission Good Luck Have Fun. Du coup, avec comme vocation évidemment de valoriser l'humain derrière le jeu, derrière Internet, derrière en fait ce qui fait du coup le cœur de Twitch en partie. C'était vraiment extrêmement intéressant. Vincent, merci pour tout, merci pour ton temps. Et puis Merci à toi. comme je le dis, on aura l'occasion de rediscuter
probablement courant 2024. N'hésitez pas non plus à me suivre, c'est gratuit sur Twitch, ça me permet vraiment, ça permet de me projeter beaucoup plus facilement et ça soutient du coup ce concept pour tout ce qui arrivera en 2024. Et moi, je vous promets que du coup, je vous réserve plein de superbes surprises, de nouveaux invités d'ici très peu de temps. Merci beaucoup à toutes et tous, merci pour votre interaction, merci Vincent, c'était vraiment un excellent moment. Merci tout le monde. Yes, et passez une très bonne soirée. Au revoir tout le monde, ciao. Bye.